Il y a des riches. Il y a des ultra riches. Et puis, il y a les Rockefeller. Pendant plus d'un siècle, ce nom a été synonyme de puissance absolue. Pas la puissance bruyante de ceux qui s'affichent sur les réseaux sociaux, non. La puissance de ceux qui murmurent à l'oreille des présidents et qui redessinent les frontières sans jamais avoir été élus. Regardez le monde autour de vous. L'essence que vous mettez dans votre voiture, c'est leur héritage. La médecine moderne qui vous soigne, c'est leur argent. Le bâtiment des Nations Unies à New York, c'est leur terrain. Même les tours jumelles du World Trade Center, c'était eux. Pendant 150 ans, ils ont tout connu. La haine du peuple, l'adoration des foules, le monopole total. Et aujourd'hui, la métamorphose. Beaucoup pensent connaître leur histoire. On dit qu'ils contrôlent tout en secret. On dit qu'ils possèdent des milliers de milliards cachés. La vérité est plus complexe, plus technique, et peut-être plus fascinante encore. Comment une famille partie d'une petite arnaque dans l'Ohio est-elle devenue l'architecte du XXe siècle ? Comment ont-ils réussi le tour de force de faire disparaître leur nom pour mieux infiltrer le système bancaire mondial ? Et surtout, quel est le secret financier exact qui leur permet de défier le temps et les impôts depuis 1934 ? Préparez-vous, nous allons entrer dans les archives. Nous allons parler de ce que les livres d'histoire oublient souvent, la diplomatie de l'ombre, les fusions bancaires et l'ironie suprême de leur survie. Voici la véritable histoire des Rockefeller. Bienvenue sur Le Grand Dessin. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager, ça nous donne de la force. Pour comprendre l'empire actuel, il faut revenir à la source du traumatisme. Tout commence loin de New York, dans la boue de Cleveland, dans l'Ohio. C'est là que vit le patriarche, William Avery Rockefeller, surnommé Devil Bill, Bill le diable. Ce n'est pas un industriel, c'est un fantôme. Un bigame qui disparaît pendant des mois. Il parcourt les campagnes en se faisant passer pour un spécialiste du cancer, vendant des élixirs miracles à 25 $ qui ne sont que de l'eau et du pétrole brut laxatif. Mais à la maison, l'ambiance n'est pas à la rigolade. Sa philosophie d'éducation est terrifiante. Il dira un jour à ses voisins « Je triche avec mes garçons à chaque occasion. Je veux les rendre affûtés. » Son fils, John Davison Rockefeller, retient la leçon par la peur. Dès 16 ans, il note chaque centime dans un petit carnet rouge. Il rejette le chaos de son père. John Dee a une obsession maladive, l'ordre. En 1870, il fonde la Standard Oil. À l'époque, le marché du pétrole est un Far West anarchique. John Dee ne veut pas participer à la compétition, il veut l'éliminer. En 1872, il lance ce que les historiens appellent le massacre de Cleveland. En 6 semaines, il avale 22 de ses 26 concurrents. Voici son secret technique, souvent ignoré. La conspiration des chemins de fer. Rockefeller va voir les patrons du rail, comme Cornelius Vanderbilt, et impose un pacte secret. Le deal est diabolique. Il garantit un volume énorme de pétrole. En échange, il obtient des rabais massifs. Mais surtout, il exige que les trains augmentent les prix pour ses concurrents et qu'on lui reverse, à lui Rockefeller, la différence. C'est un étau mortel. Plus ses concurrents travaillent, plus Rockefeller s'enrichit. Il dira simplement à ceux qui refusent de vendre « c'est inévitable ». Mais ne le prenez pas seulement pour un voleur, c'est un génie de l'efficacité. Là où les autres jettent 40% du pétrole comme déchets, lui, il engage des chimistes. Il transforme les résidus en vaseline, en chewing-gum, en goudron pour les routes. Il ne gaspille rien. En 1880, il contrôle 90% du raffinage mondial. Il est plus riche que les rois. Mais l'Amérique le déteste. On l'appelle le monstre de Cleveland. Il reçoit tellement de menaces qu'il dort avec un revolver. Mais il ne cède rien. L'arrogance finit par se payer. En 1911, la Cour suprême ordonne le démantèlement de son monopole. La Standard Oil est coupée en 34 morceaux. Tout le monde croit que c'est la fin. C'est en fait le début de sa plus grande victoire. John Dee garde ses actions dans les 34 nouvelles sociétés. Ses bébés Rockefeller deviennent Exxon, Mobil, Chevron. Forcés de se faire concurrence et portés par l'arrivée de la voiture, ces sociétés deviennent plus rentables que la mère porteuse. Résultat, la fortune personnelle de John Dee triplait après le démantèlement. On estime à cette époque qu'il possédait plus de 2% du PIB des États-Unis. Une fortune de 500 milliards, faisant de lui l'homme le plus riche de l'époque moderne. Il a prouvé une chose,
L'empire est plus fort que la loi. Mais l'argent ne suffit pas quand on a du sang sur les mains. Pour comprendre comment les Rockefeller ont failli tout perdre, il faut aller dans le Colorado, en 1913. À cette époque, la famille possède la Colorado Fuel and Iron Company. Ce n'est pas juste une mine, c'est un système féodal. Les mineurs vivent dans des villes d'entreprises. Rockefeller possèdent leurs maisons, leurs écoles et même l'église. Ils ne sont pas payés en dollars, mais en scripts, une fausse monnaie qui n'est valable que dans les magasins appartenant à Rockefeller. Les prix y sont gonflés. Les mineurs sont littéralement esclaves de leur propre salaire. Quand ils osent faire grève pour demander la sécurité, ils sont expulsés de leur maison en plein hiver. 1200 hommes, femmes et enfants s'installent dans un camp de fortune, le GLO. John D. Rockefeller Jr., le fils, qui gère l'affaire depuis New York, est inflexible. Il déclare devant le Congrès qu'il préfère perdre chaque centime de son investissement plutôt que de céder aux syndicats. Le 20 avril 1914, la tension explose. La garde nationale, payée par l'entreprise Rockefeller, encercle le camp. Ils ont apporté une arme terrifiante, le Death Special, une voiture blindée équipée d'une mitrailleuse. Les balles pleuvent sur les tentes. Le camp prend feu. C'est le chaos absolu. Les mineurs ripostent, mais ils sont écrasés. Le lendemain matin, en fouillant les cendres fumantes, on découvre l'horreur. Sous une tente, dans une fosse creusée pour se protéger des balles, on retrouve les corps asphyxiés de 2 femmes et d'11 enfants. Ils sont morts brûlés vifs, piégés sous le plancher. L'image de ces petits cadavres calcinés fait le tour de l'Amérique. On ne parle plus de grève, on parle du massacre de Ludlow. La haine est totale. Rockefeller Jr. est traité de meurtrier de masse. Des manifestants marchent devant ses bureaux à New York avec des banderoles noires. Il doit vivre barricadé. La dynastie est au bord du suicide médiatique. C'est à ce moment précis, le dos au mur, qu'ils inventent quelque chose qui va changer le capitalisme pour toujours. Les relations publiques. Ils n'appellent pas des avocats, ils engagent un journaliste, Ivy Lee. Lee est un génie de la manipulation. Il dit à Junior, « Si vous voulez survivre, arrêtez de vous cacher. Ne cachez pas l'argent, donnez-le, mais faites-le savoir. » Lee écrit le scénario d'une pièce de théâtre grandeur nature. Il force le froid et rigide Rockefeller Jr. à se rendre dans le Colorado. Imaginez la scène. L'homme le plus riche du monde enfile une salopette en jean de mineur. Il descend dans la mine. Il serre des mains noires de charbon. Le soir, il danse maladroitement avec les femmes des mineurs qu'il a fait affamer la veille. Et bien sûr, les photographes sont là pour capturer chaque instant. La stratégie va plus loin. Ivy Lee demande à Rockefeller de toujours avoir sur lui des dizaines de pièces de 10 cents en argent brillant. À chaque apparition publique, il distribue ces pièces aux enfants et aux passants. C'est un geste dérisoire pour lui, mais l'image est puissante. Le grand-père de la nation qui partage sa richesse. C'est la naissance de la philanthropie stratégique. La fondation Rockefeller inonde le monde de dons. Ils financent la recherche médicale, éradiquent l'ankylostome dans le Sud, construisent des universités. Pendant la Grande Dépression, ils bâtissent le Rockefeller Center, ce temple art déco donnant du travail à des milliers d'ouvriers quand tout le pays est au chômage. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la charité chrétienne. C'est un achat de légitimité. C'est une taxe qu'ils paient pour qu'on oublie l'origine de l'argent. Et ça a marché. En une génération, le nom Rockefeller ne signifiait plus massacre. Il signifiait générosité. Ivy Lee a réussi le plus grand tour de magie du siècle, effacer le sang avec de l'encre. Sautons dans le temps, les années 70. Le pouvoir passe à la 3e génération dominée par une figure centrale, David Rockefeller. Contrairement à son grand-père John D., David n'est pas un homme de l'ombre reclus. C'est le premier PDG mondial. Il dirige la Chase Manhattan Bank. Mais la Chase n'est pas une banque normale. On l'appelle la banque de David. Il y a une légende vraie à son sujet. David possédait un Rolodex, un carnet d'adresses rotatif contenant plus de 100 000 fiches personnelles. Chaque président, chaque dictateur, chaque roi qu'il rencontrait y était fiché. Il savait tout d'eux. Leurs goûts, leurs faiblesses, les noms de leurs enfants. Quand David atterrissait dans une capitale étrangère, il était souvent reçu avant le président des États-Unis. Il a été le premier banquier américain à entrer à Moscou en pleine guerre froide et le premier à Pékin. Pourquoi ? Parce qu'il ne venait pas parler politique, il venait parler business. Et l'argent n'a pas de frontières. Vous voulez une preuve concrète de ce pouvoir ? Regardons l'année 1979. L'Iran est en feu.
Le Shah d'Iran, un allié des USA et surtout un client majeur de la banque Rockefeller, est renversé. Il cherche un asile. Le président américain Jimmy Carter refuse. Il sait que si le Shah entre aux USA, les révolutionnaires iraniens vont attaquer l'ambassade américaine. C'est trop dangereux. Mais David Rockefeller ne l'entend pas de cette oreille. Il lance une opération de lobbying massive. Il active ses réseaux. Henry Kissinger, les grands patrons de presse, les sénateurs. La pression sur la Maison-Blanche devient insupportable. Carter finit par céder. Il laisse entrer le Shah pour se faire soigner à New York. La conséquence est immédiate. Quelques jours plus tard, l'ambassade américaine à Téhéran est prise d'assaut. La crise des otages commence. Elle durera 444 jours et coûtera sa réélection à Carter. Un banquier non élu a forcé la main du président et a changé l'histoire du Moyen-Orient. Mais David ne veut pas juste influencer les crises, il veut les empêcher. Son obsession, c'est l'ordre mondial. Il cofonde la commission trilatérale. Il préside le puissant Council on Foreign Relations. Beaucoup de théoriciens du complot voient ces groupes comme des sociétés secrètes sataniques. La réalité est plus banale et plus efficace. Ce sont des clubs de réflexion. C'est là que les élites économiques décident des grandes orientations avant que les politiques ne les votent. C'est aussi David qui remodèle physiquement New York. Il impose la construction d'un symbole de la puissance financière absolue, les tours jumelles du World Trade Center. Ironie de l'histoire, ces tours, qu'il appelait ses nouveaux sphinx, seront détruites de son vivant. Enfin, David comprend une chose vitale. Pour survivre au XXIe siècle, la famille ne peut pas rester seule. Elle doit s'allier à son rival historique. Regardez votre carte bancaire. Regardez les actualités financières. Quel est le nom qui revient tout le temps ? JP Morgan Chase. Ce n'est pas juste une banque, c'est le mariage dynastique ultime. En 2000, la Chase Manhattan, la banque des Rockefeller, fusionne avec JP Morgan. Le résultat ? La plus grande banque des États-Unis. Un mastodonte too big to fail. Donc, quand vous entendez des noms de famille différents chez les héritiers modernes, ne vous dites pas que le nom Rockefeller a disparu. Dites-vous qu'il s'est dissous dans le système. Ils ne sont plus une monarchie visible. Ils sont devenus le réseau électrique du capitalisme mondial. On ne le voit pas, mais si on le coupe, tout s'éteint. Mais un réseau si vaste finit toujours par se fissurer. David meurt en 2017, à 101 ans. C'était le dernier patriarche, le dernier empereur capable de tenir tout le monde en rang. Aujourd'hui, la famille Rockefeller, c'est plus de 170 héritiers directs. Ils ne se connaissent pas tous, ils ne sont pas tous d'accord. Et pour une partie d'entre eux, le ciment qui tenait tout ça, l'argent du pétrole, est devenu toxique. Une guerre civile silencieuse éclate au début des années 2000. D'un côté, ExxonMobil, le descendant direct de la Standard Oil, devenue la plus grosse entreprise pétrolière du monde. De l'autre, une femme de 60 ans, à l'allure de bibliothécaire, Neva Rockefeller Goodwin. Neva n'est pas une banquière, c'est une économiste de gauche obsédée par l'écologie. En fouillant dans les archives, elle découvre une vérité qui la rend malade. Dès les années 1980, les propres scientifiques d'Exxon savaient que le réchauffement climatique allait être une catastrophe. Ils l'avaient écrit dans des mémos internes. Mais au lieu de prévenir le monde, les dirigeants d'Exxon ont payé des millions pour financer des groupes climato-sceptiques et mentir au public pendant 30 ans. Pour Neva, c'est une trahison morale absolue. L'argent de son héritage est sale. Elle tente d'abord la diplomatie. Avec ses cousins, elle lance des résolutions d'actionnaires. Elle demande poliment à Exxon de changer de cap, d'investir dans le vert. La réponse d'Exxon est brutale. Les dirigeants la méprisent. Rex Tillerson, le PDG et futur ministre de Trump, les traite avec arrogance. Pour eux, ces Rockefeller modernes sont des enfants gâtés qui ne comprennent rien au vrai business. Ils pensent qu'ils n'oseront jamais mordre la main qui les nourrit. C'était l'erreur de calcul fatale. La diplomatie a échoué ? Place à la guerre totale. Le 23 mars 2016, le Rockefeller Family Fund, dirigé par le cousin David Kaiser, lâche une bombe atomique médiatique. Dans un communiqué officiel glacial, ils annoncent qu'ils retirent tous leurs investissements des énergies fossiles. Ils vendent leur part d'Exxon. C'est un séisme symbolique. La famille qui a inventé l'industrie pétrolière déclare devant le monde entier que le pétrole est moralement répréhensible. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne font pas que partir. Ils financent l'attaque. Les Rockefeller signent des chèques à des médias d'investigation comme Inside Climate News. Leur but ? Payer des journalistes pour qu'ils trouvent les preuves du mensonge d'Exxon. Et ça marche. Ces enquêtes permettent au procureur de New York d'attaquer Exxon en justice pour fraude. C'est un parricide économique.
Ils utilisent l'argent gagné par l'arrière-grand-père pour détruire l'entreprise qu'il a créée. Beaucoup disent que John D. Rockefeller doit se retourner dans sa tombe en voyant ses héritiers devenir des écolos. Mais réfléchissez une seconde. John D. était un opportuniste pur. Il ne vendait pas du pétrole par passion, il en vendait parce que c'était l'énergie du futur à son époque. Aujourd'hui, le pétrole est l'énergie du passé. L'argent est dans la tech verte et la finance durable. En trahissant leur héritage industriel, les héritiers font peut-être exactement ce que l'ancêtre aurait fait. Ils suivent le profit. Ils nettoient leur nom, ils gardent leur influence et ils se placent sur le marché de demain. Ils n'ont pas tué l'héritage, ils l'ont mis à jour. Alors, posons la question finale. Comment l'argent a-t-il survécu à 150 ans de division et de crise ? Beaucoup de gens entendent parler du Trust Rockefeller créé en 1882. C'est vrai, c'est John D. Rockefeller qui a popularisé le concept du trust commercial pour contourner la loi et créer son monopole. Mais ce trust-là, la justice l'a brisé en 1911. Le véritable coup de génie est venu plus tard. La famille a repris cette arme juridique, mais cette fois non pas pour dominer le pétrole, mais pour dominer le fisc. Nous sommes en 1934. La Grande Dépression ravage l'Amérique. Le président Franklin Roosevelt déclare la guerre aux ultra-riches. Il augmente l'impôt sur les successions à des niveaux records, jusqu'à 70%. Pour le fils, John D. Rockefeller Jr., c'est une menace de mort. S'il ne fait rien, à sa mort, l'État prendra les 3/4 de l'Empire. En 2 générations, il ne restera rien. Alors, quelques mois avant que la nouvelle loi ne passe, il crée une série de trusts irrévocables pour ses enfants et ses futurs petits-enfants. L'astuce est redoutable. Il se dépossède officiellement de sa fortune pour la confier à ses trusts. Voici pourquoi c'est brillant. Légalement, la famille Rockefeller ne possède plus le capital principal. Le propriétaire, c'est le trust. Une entité juridique immortelle, gérée par des banquiers. Les héritiers, eux, ne sont que des bénéficiaires. Ils reçoivent les dividendes pour vivre leur vie de jet-setter, mais ils n'ont pas le droit de vendre le capital. La conséquence fiscale est magique. Quand un Rockefeller meurt, l'État ne peut pas taxer le capital, parce que le capital n'a pas changé de main. Il est resté sagement dans le trust. C'est ce qu'on appelle le sceau de génération. L'impôt sur la mort ne s'applique plus à eux. Mais attention, ce n'est pas de l'argent qui dort sous un matelas. Ces trusts sont gérés par Rockefeller Capital Management. Leur mission est d'investir agressivement, bourse, tech, immobilier. Grâce à la magie des intérêts composés, qui s'accumulent sans être amputés par les droits de succession, le gâteau grossit plus vite que la famille ne peut le manger. C'est pour ça que vous ne les voyez pas en haut du classement Forbes. Forbes compte ce que vous avez sur votre compte en banque personnel. Forbes ne peut pas voir ce qu'il y a dans les trusts de 1934. C'est le secret ultime. Ils ont rendu leur fortune techniquement sans propriétaire, pour qu'elle ne puisse jamais être saisie. Alors, au terme de cette enquête, il faut regarder la réalité en face. Les Rockefeller contrôlent-ils le monde en 2025 ? La réponse factuelle est non. Le fantasme d'une table ronde où la famille décide du sort de l'humanité est un mythe. Aujourd'hui, la famille est diluée. Ils sont 170. Ils se disputent. Certains sont des écologistes radicaux, d'autres sont des mondains. Ils n'ont plus le contrôle opérationnel sur Exxon ou JP Morgan. Les PDG actuels ne sont pas des Rockefeller. Mais s'ils ont perdu le trône économique, ils ont gagné l'immortalité culturelle. Ils ont compris une règle fondamentale. Pour durer, il faut transformer la richesse brute en statut social. John D. Rockefeller était détesté comme un voleur. Ses descendants sont respectés comme des mécènes. Bill Gates, Jeff Bezos et les futurs milliardaires ne font que marcher dans les pas tracés par John D. il y a un siècle, accumulés sans pitié, puis redistribués pour l'histoire. L'homme est mort, la famille s'efface, mais le modèle, lui, est bien vivant. Et vous, que pensez-vous de l'histoire des Rockefeller ? Est-ce qu'elle vous inspire ? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous dégoûte ? Le débat est ouvert et je suis curieuse de lire vos avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Le Grand Dessin. Ici, on ne survole pas l'actualité, on décrypte les histoires qui façonnent notre monde. À très vite.